Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Nouvelle édition spéciale ce soir. On va plus loin, entièrement consacrée à l'affaire Benalla. La commission des lois a donc rendu son rapport et elle frappe très fort. Elle demande des poursuites contre Alexandre Benalla et Vincent Crasse pour faux témoignages. Elle met aussi en cause le témoignage de 3 hauts responsables de l'Élysée et il en ressort 13 recommandations pour mettre fin aux dysfonctionnements majeurs qu'ils ont constatés. On retiendra les mots forts employés lors de cette conférence de presse ce matin. Incompréhensible, indulgence de la hiérarchie, chaîne d'irresponsabilité. Et puis on retiendra aussi la réponse cinglante de l'exécutif peu de temps après, des contre-vérités, nous dit Benjamin Griveaux. Quels enseignements tirer de tout cela? Que dit l'affaire Benalla de la galaxie Macron? Nous poserons ces questions à nos invités dans un instant. #OVPL si vous souhaitez réagir sur Twitter. D'abord, retour sur les moments marquants de cette conférence de presse avec Aurélien Romano. De graves dysfonctionnements au plus haut niveau de l'État. C'est la principale conclusion du rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla. Pour les sénateurs, la sécurité du président de la République a été affectée par la présence d'Alexandre Benalla à ses côtés. Son manque d'expérience, couplé à la place excessive qu'on lui a laissé prendre autour d'Emmanuel Macron, sont des erreurs majeures. La thèse de la faute de l'homme isolé s'est effacée au profit du dysfonctionnement d'une institution qui a rendu possible ces multiples situations anormales, allant jusqu'à affecter, je crois que Jean-Pierre Sueur l'a dit très bien, la sécurité du président de la République. Il n'y a pas une seule affaire pour les sénateurs, mais plusieurs affaires qui révèlent toutes des dysfonctionnements. L'affaire des passeports diplomatiques, avec les graves lacunes concernant leur attribution et surtout leur récupération. Le cas des conflits d'intérêts avec le contrat russe signé par Alexandre Benalla alors qu'il est encore à l'Élysée. En conséquence, les préconisations de la Commission sont multiples. Prévenir et sanctionner les conflits d'intérêts parmi les collaborateurs des cabinets pour qu'ils ne soient dans la main de personne. Garantir le respect des standards de sécurité les plus élevés en ce qui concerne la protection du président de la République et celle du Premier ministre. Parmi les 13 propositions de la Commission, près de la moitié concerne le fonctionnement de l'exécutif et particulièrement le recrutement, l'encadrement et le contrôle des collaborateurs de l'Élysée. Les sénateurs souhaitent aussi renforcer les pouvoirs de contrôle du Parlement sur les services de la présidence de la République. Enfin, les sénateurs demandent à ce que la justice se penche sur les déclarations mensongères d'Alexandre Benalla ainsi que sur certaines omissions des collaborateurs de l'Élysée auditionnés. Nous proposons au président du Sénat et au bureau du Sénat de saisir le parquet. C'est clair? Premièrement, pour M. Benalla et Crasse, en parlant de faux témoignages. Deuxièmement, nous demandons que pour les collaborateurs de l'Élysée précités, le parquet soit saisi. Parmi ces collaborateurs figurent le directeur de cabinet du président de la République, Patrick Stroda, ainsi qu'Alexis Collère, le secrétaire général de l'Élysée. Avec nous pour cette OVPL spéciale, Arnaud de Belenet, bonsoir. Bonsoir. Sénateur La République En Marche de Seine-et-Marne, vice-président de la commission des lois et membre de la commission d'enquête. Vous vous installez tout juste. Didier Mauss, bonsoir. Bonsoir. Constitutionnaliste. Caroline Michel-Aguirre, bonsoir. Bonsoir. Chef du service affaires à l'Obs. On va tout de suite jeter un coup d'œil à la une que vous verrez dans vos kiosques demain matin. Après le grand débat, sa stratégie pour s'en sortir. On parle bien sûr, vous l'avez compris, d'Emmanuel Macron. Et Benjamin Morel, bonsoir. Docteur en sciences politiques à l'École normale supérieure Paris-Saclay et à Sciences Po. Nous attendons également Jean-Pierre Sueur, co-rapporteur de cette commission d'enquête Benalla dans les minutes qui viennent. Rapport au vitriol, rapport accablant, coup de massue du Sénat. Voilà comment ont été commentées les conclusions de la commission des lois ce mercredi. La réaction de l'exécutif, je vous le disais, elle n'a pas tardé et elle n'a pas été tendre. Écoutez. Le temps de réunir les éléments factuels pour répondre à des contre-vérités. Je ne sais pas si c'est l'affaire de quelques heures, ce sera cet après-midi ou demain, mais en tout cas nous le ferons rapidement parce qu'il y a des éléments sur lesquels manifestement des contre-vérités ont été dites et qui peuvent être levés très rapidement. Contre-vérité, le mot a été répété 2 fois, Arnaud de Belenet. Vous confirmez ? Ce que je constate, c'est que ce rapport dit Benalla, il a pour origine la volonté de vérifier l'absence de barbouze à l'Élysée. C'était ça le point de départ. C'est les conditions d'examen, les conditions dans lesquelles des collaborateurs, notamment de l'Élysée, peuvent concourir au maintien de l'ordre. En résumé. Et c'était ça l'objet de la commission. Et il était très sain que le Sénat se saisisse de ce sujet. Oui. Et ce rapport conclut qu'il n'y a pas de barbouze à l'Élysée. J'en doutais pas pour ma part, mais il était bien que ce travail méticuleux, précis, soit fait par le Sénat. On conclut qu'il y a des dysfonctionnements majeurs. Et donc, bien plus oui, mais il faut se souvenir de l'origine de tout ça. Événement du 1er mai,
un individu qui commet un certain nombre d'actes qui relèvent aujourd'hui de la justice et le Sénat qui vérifie que tout cela n'est pas organisé à l'Élysée de manière opaque, occulte et qu'il n'y a pas de police parallèle. Mais quels sont les contre-vérités ? Et puis par ailleurs, le Sénat, la Commission a regardé d'autres points, des conditions de licenciement, des conditions de restitution de passeport, des points qui ne passionnent pas tout le monde, mais bon, la Commission a estimé que c'était nécessaire de regarder. Et puis ce que nous dit aujourd'hui, ce qu'on nous laisse entendre et ce que j'entends dans les médias cet après-midi, ce serait que, effectivement, le Sénat dénoncerait un discours de non-vérité de quelques acteurs de l'Élysée. Moi, c'est pas du tout ce que j'ai lu dans le rapport, et je le dis très clairement. Ce qu'il y a dans le rapport, ce n'est pas ça. Alors vous nous dites que les médias interprètent mal le rapport, qu'ils n'ont rien compris, dites-moi, on comprend mal. Moi, je suis complètement perplexe et éberlué quand j'entends ce qui est rapporté, parce que quand on lit le rapport, quand on écoutait les rapporteurs ce matin en commission entre 8 et 11 heures, pendant 3 heures, et quand on lit le rapport, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, les rapporteurs s'interrogent, émettent des conditions, posent des questions pour vérifier que plusieurs personnes auditionnées ont bien dit toute la vérité et l'entière vérité. Mais il n'y a pas d'affirmation, il n'y a pas de coup de massue. Il y a de gros soupçons et il y a une demande de poursuite contre Alexandre Benalla. On va poursuivre. À l'exception d'Alexandre Benalla et de Vincent Crasse. D'accord, on va poursuivre et on aura des extraits qui vont peut-être éclairer nos téléspectateurs. Caroline Michel-Aguirre, des deux côtés, on sent que les attaques sont fortes et que ça y est, le bras de fer Sénat exécutif auquel on assiste depuis quelque temps est en train de se confirmer, de continuer. Si on le prend d'un point de vue politique, c'est quand même la leçon faite par l'ancien monde au nouveau monde. Globalement, c'est ça qui s'est passé. On a un monsieur Benalla qui n'avait pas le statut de fonctionnaire, qui était donc hors cadre, ce que les sénateurs appellent un fonctionnement opaque. C'est vrai qu'il n'est pas fonctionnaire, il n'est donc pas soumis aux obligations des fonctionnaires, d'où l'interrogation sur les conflits d'intérêts et le questionnement en fait que monsieur le sénateur vient d'illustrer sur le rôle exact de monsieur Benalla. On en est encore là, 6 mois plus tard. C'est-à-dire que l'Élysée continue de dire encore cet après-midi, mais non, ce qu'ont dit tous les représentants, y compris M. Strozza, c'était un simple logisticien des déplacements de M. Emmanuel Macron. Or, tous les attributs du pouvoir qu'il s'était arrogé, l'utilisation qu'il en a faite et un certain nombre de témoignages nous disent autre chose. Je ne vais pas dire l'inverse, mais en tout cas autre chose. Donc on a l'ancien monde qui dit au nouveau monde, écoutez, il y a des règles, il faut les respecter. Vous avez voulu mettre à bas l'ancien monde, mais c'est quand même pas mal parce que quand on est fonctionnaire, quand on suit les règles, ça donne des garde-fous. Or, visiblement, ce jeune homme, M. Benalla, n'a pas eu de garde-fou, vous voyez le résultat. Donc ça, c'est la leçon subliminale. Et sur le fond, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à dépasser, c'est que l'Élysée affirme quelque chose, un fait, sur la fonction de M. Benalla qui ne se vérifie pas dans un certain nombre de faits et de témoignages. Après plusieurs mois d'enquête, le bras de fer entre l'exécutif et le Sénat n'est pas nouveau, je le disais, des mois que cela dure. Pour rappel, voici quelques déclarations des membres du gouvernement qui ont ponctué ces mois de travaux de la commission d'enquête. Je ne trouve pas sain qu'une commission d'enquête puisse empiéter sur le terrain judiciaire. Une phrase signée, vous le voyez, de la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, fin juillet. Une commission d'enquête qui aurait des ambitions politiques et penserait qu'elle pourrait jouer de ses fonctions de contrôle du gouvernement pour faire tomber un président de la République commettrait une faute constitutionnelle, c'est ce qu'avait déclaré Christophe Castaner en septembre. Et encore ce matin, Aurore Berger, porte-parole de La République En Marche, nous dit sur RFI, ce n'est pas à l'Assemblée ni au Sénat de rendre la justice sur quelque affaire que ce soit, c'est dangereux et de fait, le Sénat a voulu faire de la politique. Didier Mauss, est-ce que vous avez le sentiment que le Sénat a outrepassé ses fonctions et voulu faire de la politique ? Écoutez, je crois que votre interrogation est légitime et moi je voudrais commencer par replacer effectivement ce rapport et donc toute la commission dans le cadre constitutionnel. Et là je voudrais dire très honnêtement que le Sénat a fait son métier. Bon, il a enquêté sur un certain nombre de faits. Alors les conclusions sont discutable, c'est vrai, mais du point de vue de l'histoire,
j'allais dire, ce qui a été accumulé par le Sénat va être une matière première extraordinaire pour les historiens de demain. Et quand on compare ce qui a été fait à l'Assemblée nationale et au Sénat, il faut donner, je dirais, la primauté au Sénat. Il a joué son rôle en matière de contrôle. Ça fait partie de ses activités, de ses attributions constitutionnelles. Et de ce point de vue-là, je crois qu'on a vu à quoi servait le Sénat et à quoi sert de ce fait le bicaméralisme. On a eu 2 assemblées qui ont commencé exactement en même temps à enquêter sur les mêmes événements et les mêmes faits. Il faut dire les choses comme elles sont, même si les intitulés n'étaient pas exactement les mêmes. L'une de ces commissions, celle de l'Assemblée nationale, s'est arrêtée très vite, n'a conclu à rien et s'est terminée sans conclusion. Celle du Sénat a été jusqu'au bout. Elle a travaillé pendant 6 mois. Elle a fait beaucoup d'auditions. 44 heures d'auditions, sauf erreur de ma part. Elle publie un rapport que je ne fais que parcourir. Je n'ai pas encore lu en détail. Et j'allais dire, elle ouvre de nouveau un débat. Donc elle est dans son rôle, et quand Mme Berger dit le Sénat a fait de la politique, une assemblée parlementaire est faite pour faire de la politique. Il faut quand même, c'est pas une académie des sciences morales et politiques. Benjamin Morel, vous êtes d'accord avec cela? Oui, absolument. Si vous voulez, on a un organe politique, mais qui est un organe politique législatif, mais également de contrôle. Ce contrôle, il l'exerce sur les activités de l'exécutif, et dans le cas de la séparation des pouvoirs, il ne peut pas intervenir dans le domaine judiciaire, etc. Les sénateurs marchaient sur une ligne de crête. Dans cette affaire, ils ont suivi cette ligne de crête, et le rapport qu'ils émettent, que moi non plus j'ai eu le temps que de parcourir, parce que pour l'instant c'est encore récent, c'est dense, mais voilà, c'est dense. Mais en fait, remplit bien ce rôle de contrôle, c'est-à-dire qu'il tire des conclusions sur les questions qui sont celles d'organisation de l'État, celles d'organisation de l'administration, qui doivent être contrôlées par le Sénat. En fait, il y a 2 questions qu'il faut isoler. Il y a la question du rapport et des préconisations du rapport, et il y a ensuite les manques qui ont les manques à cette commission d'enquête, c'est-à-dire l'impossibilité pour les rapporteurs d'avoir accès à la vérité au regard de ce qu'ils considèrent comme étant une mauvaise coopération des différentes autorités. Et donc il faut isoler d'un côté le rapport, qui est peut-être contestable sur certains aspects, mais qui en tout cas ne pose pas de problème dans les hostilités entre l'Élysée et le Sénat, et la lettre au président Larcher avec cette demande de saisie du procureur, et au-delà des cas Carras et Benalla qui sont particuliers, le fait que le Sénat, que les rapporteurs, que le président de la commission visent Patrick Stroda, visent Alexis Kohler, donc vise l'entourage proche du président de la République. Et là, on est dans quelque chose qui, pour le coup, évidemment, rentre dans quelque chose qui ne pouvait amener qu'au conflit entre l'exécutif et le Sénat. Mais qui est un devoir quand même, rappelons-le, l'article 40 fait devoir de signaler à la... Et c'est derrière cet argument-là de Matignon, c'est retranché. Oui, mais là, c'est un devoir de signaler quand on soupçonne des... Oui, mais là, c'est différent pour le coup. C'est-à-dire que on est, à mon avis, je parle sous le contrôle de Didier Moss, mais on n'est pas dans le cadre de l'article 40. Non. Mais en revanche, il est tout à fait vrai que dès lors, il n'y a pas pour la Commission la nécessité de prouver qu'il y a eu mensonge. Il suffit de soupçonner l'existence d'un mensonge. Et de signaler, c'est la justice. Exactement. Et donc là, pour le coup, les rapporteurs et le président de la Commission étaient tout à fait fondés à saisir le président du Sénat pour qu'il y ait saisi. Le problème, ce sont aussi toutes ces attaques de l'exécutif que je vous ai citées il y a un instant, qui ont semé le trouble et qui ont provoqué les soupçons de protection d'Alexandre Benalla au plus haut niveau de l'État. Muriel Jourda a même fait part de son incompréhension devant certains faits parfois. Écoutez. Nous avons regretté l'incompréhensible indulgence de la hiérarchie d'Alexandre Benalla, qui a conservé dans l'équipe de l'Élysée un collaborateur qui avait gravement manqué à ses devoirs. Et quand j'indique qu'il avait gravement manqué à ses devoirs, ça n'est pas de mon avis, c'est de l'avis de toutes les personnes qui ont été auditionnées par la Commission. Ce qui frappe en réalité, ça n'est pas tant la sanction qui a été infligée en mai, mais bien la confiance qui a été maintenue à Alexandre Benalla jusqu'en juillet. Ces dysfonctionnements témoignent de la fébrilité de l'exécutif face à un risque politique, et risque que représentait la diffusion de cette vidéo sur Internet, et donne le sentiment que l'Élysée a, vainement, il faut le dire, souhaité se réserver le traitement du problème pour se préserver d'un possible scandale. Incompréhensible indulgence. Arnaud de Belenet, disons les choses. On soupçonne, la commission d'enquête soupçonne Emmanuel Macron d'avoir protégé Alexandre Benalla. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Mais ces mots-là n'ont pas été utilisés en commission et ne figurent pas dans le rapport. Ils ont été dit, là, en conférence de presse ce matin. Incompréhensible indulgence. En conférence de presse. Donc, quelqu'un évoquait l'attitude politique ou politicienne de la commission. Je laisse chacun juge. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un rapport
qui préconise le renforcement et l'écriture des procédures de gestion interne à l'Élysée. Et d'ailleurs, ce travail-là a été initié avant les agissements d'Alexandre Benalla par l'Élysée, et ils sont nécessaires. Mais ils étaient nécessaires sous les quinquennats précédents. Ce travail est mené et ce rapport permet de nourrir ce travail. Et moi, je ne vois là qu'œuvre utile. Tout cela est très positif pour la transparence. Mais sur la base de dysfonctionnements constatés, ils l'ont dit ce matin. Des droits de l'homme, nous avons la possibilité de demander à tout agent public de rendre compte, et ça doit être vrai à l'Élysée, et les choses doivent s'organiser pour que ce soit vrai aussi à l'Élysée. Ce travail est engagé, donc on y contribue. Et puis, il y a cette lettre qui fait polémique là aujourd'hui, qui n'est pas dans le rapport. Cette lettre qui consiste à demander au bureau du Sénat de saisir le procureur pour savoir si tel ou tel a bien dit la vérité. On voit quelques contradictions, objectivement, dans les déclarations d'Alexandre Benalla et de M. Kras. Aucun fait, je le dis très fortement, dans le rapport, et objectivement, dans le rapport, aucun fait objectif n'étaye cette mise en accusation. Et moi, ça me pose, en tant que juriste, ça me pose quelques questions. Est-ce que cette commission d'enquête, qui en fait est une mission parlementaire, peut appliquer les contraintes et demander les sanctions liées à des non-déclarations véritables à des gens qu'elle a auditionnés, sachant que ce n'est pas une commission d'enquête? Est-ce qu'on a le droit d'exiger vis-à-vis du droit pénal à des gens qui ne sont pas devant une commission d'enquête qu'ils se tirent une balle dans le pied et qu'ils se mettent en difficulté dans le cadre de procédures qui vont suivre et qu'ils s'incriminent eux-mêmes dans le cadre de l'enquête? Bon, moi, vous trouvez en tout cas que ce rapport... Et ce n'est pas à la hauteur, je vous dis ma conviction telle que je le pense, de manière libre, ce n'est pas, à mon avis, ces sujets de polémique ne sont pas à la hauteur de l'utilité et de la pondération du rapport. Didier Mauss. Alors, il y a un point sur lequel je serai en désaccord avec Arnaud de Belenet, c'est effectivement la lettre faite par le président de la commission d'enquête au président du Sénat pour que le bureau du Sénat soit saisi. Là, on est parfaitement dans le respect du droit et des règles. La commission, qui est une vraie commission, puisque c'est la commission des lois qui a créé une mission et à laquelle on a donné les pouvoirs d'une commission d'enquête. Donc on est complètement dans le cadre législatif des commissions d'enquête, même si elle n'a pas été créée ex nihilo, mais ça revient au même du point de vue de son fonctionnement. Et elle a fonctionné exactement comme une commission d'enquête. Bon, si la commission a le sentiment que quelqu'un qu'elle a auditionné n'a pas dit la vérité, contrairement au serment, et qu'il y a des contradictions, il est normal qu'il saisisse le président du Sénat. Ce n'est pas la première fois, c'est déjà arrivé, il y a même eu une condamnation pénale. Donc là, on est dans un cadre tout à fait normal. Mais ce qui, moi, me paraît le plus intéressant, j'allais pas dire extraordinaire, mais intéressant dans ce rapport, c'est qu'on part d'un événement relativement limité. Bon, le cas de M. Benalla à partir du 1er mai et les suites. Et on en arrive à des conclusions qui dépassent très largement ce cadre. Je prends dans les préconisations, il y a une proposition numéro 7. Mettre fin à la pratique des conseillers communs au président de la République et au Premier ministre pour respecter la distinction constitutionnelle des fonctions présidentielles et gouvernementales. Alors c'est peut-être une très bonne proposition sur le fond, mais j'ai pour l'instant du mal à la relier au dossier Benalla en tant que tel. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans tout ça. De quelque chose d'assez circonscrit, on a tiré tous les fils possibles, et évidemment, ce sont des fils politiques, et il ne peut pas en être autrement. Alors, peut-être que l'extrait suivant, celui que nous allons écouter, va vous éclairer. Didier Mauss, il n'y aurait pas eu d'affaire Benalla s'il avait été licencié dès le 2 mai. Ça a été la première phrase de Philippe Bas lors de cette conférence de presse, mais n'y a-t-il qu'une affaire aujourd'hui? Évidemment non, nous dit le président de la commission des lois. Écoutez. Il n'y a pas une affaire Benalla. Il y a une affaire de la Contrescarpe et du Jardin des Plantes, une affaire du permis de port d'armes irrégulier, une affaire de contrat russe, une affaire de passeport diplomatique, une affaire d'émission d'un chargé de mission dans le bon fonctionnement de la sécurité présidentielle. Caroline Michel-Aguirre, il n'y a pas qu'une affaire, il n'y a plus qu'une affaire. On a tiré les fils, mais la commission d'enquête a tiré les fils, la presse a tiré les fils. C'est vrai que plus on tirait, plus on s'apercevait qu'il y avait autre chose. Je pense qu'il ne faut pas confondre la fumée, le pompier, avec l'origine du feu. Excusez-moi, mais j'entends vos arguties. Le problème majeur, c'est qu'on a face à nous un conseiller spécial
du cabinet de l'Élysée qui s'est permis de faire des choses dans tous les sens, qu'on découvre au fur et à mesure, et qui, en effet, à aucun moment n'a été ni sanctionné, ni limité, voire qui aurait pu Continuer d'avoir des avantages. de complicité, au sens où on ne sait toujours pas, parmi les multiples mystères qui restent à résoudre, ce qu'est devenu son coffre-fort. On ne sait toujours pas qui est venu lui rendre son passeport après qu'il l'ait dit qu'il l'avait rendu. Enfin, il y a quand même un certain nombre de choses qui montrent à tout le moins un dysfonctionnement majeur dans le sein des seins de l'Élysée. Et qu'est-ce qu'on se dit quand on n'est ni juriste, ni sénateur, ni politique? Et je vais être là pour refléter le citoyen lambda. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Il faut être honnête. Alors après, Je précise juste sur la question du coffre-fort qu'une enquête préliminaire vient d'être ouverte. Évidemment, ça fait partie des mystères qui sont soulevés. Et je dirais que moi, cette commission d'enquête que j'ai trouvée pour ma part assez mesurée, finalement, dans ses conclusions, en effet, va jusqu'au bout de sa démarche et ne va pas empiéter sur les enquêtes judiciaires, excusez-moi de le dire encore, alors qu'on accuse, que les opposants politiques accusent la justice d'être sous le joug de Macron. On a quand même 4 enquêtes ouvertes aujourd'hui autour de M. Benalla, ce qui n'est pas courant, surtout dans un temps aussi court. Donc, que ce soit juridiquement, je n'en sais rien, mais du point de vue du citoyen, c'est salutaire. Vous vous rendez compte la situation dans laquelle on est? C'est quand même ahurissant. Je laisse répondre à Arnaud de Bellnay et ensuite Benjamin Morel. Vous voulez y répondre? Oui, vous faire part d'un regard peut-être un peu différent. Philippe Bas le dit très bien, il y a plusieurs affaires. Mais ce que je constate, c'est que ce sont des affaires individuelles qui relèvent de la justice. On a essentiellement, s'il y a des conflits d'intérêts, s'il y a des contrats signés, l'utilisation d'une proximité, d'une fonction élyséenne pour aller signer des contrats, si il y a des non-réponses à des injonctions des services d'État, notamment de restituer un passeport. Ce sont des agissements individuels qui, s'ils doivent être avérés et condamnés, relèvent de la justice individuelle. On n'est pas là dans un dysfonctionnement de l'Élysée. Donc, on a cette ce sont des individus qui travaillent tous à l'Élysée. Vous appelez individus, il faut le dire quand même. C'est à l'Élysée que ça se passe. Il faut le dire quand même. Je rejoins le président de la commission Philippe Bas quand il dit si il y avait une sanction dès le 2 mai, il n'y aurait pas eu d'affaire de prétendue affaire Benalla. Très bien, sauf qu'en droit du travail, on ne licencie pas quelqu'un sur la base d'éléments non fondés en 24 heures. Il y a des procédures. Et moi, ce que j'ai constaté pendant cette commission, s'il vous plaît, ce que j'ai constaté dans cette commission d'enquête, c'est que Alexandre, ce qui me semble, c'est qu'Alexandre Benalla sait très bien se faufiler entre les procédures qui, dans notre état de droit, font que les services administratifs, et on en a là une démonstration, vous pointez la responsabilité individuelle le temps administratif n'est pas le même que le temps politique et le temps médiatique. Et quand on veut se faufiler entre les procédures, on y arrive un temps, mais on finit toujours par se faire rattraper. C'est peut-être ce qui est en train de se passer. Et puis, il y a l'autre sujet, qui est le souhait initial de démasquer une affaire d'État, qui était un organigramme parallèle, occulte, et je le redis, c'est quand même le sujet de la commission d'enquête. Il n'y a pas de barbouze à l'Élysée. C'est ça le sujet. Et aujourd'hui, on est en train de recréer une polémique dans l'histoire parce qu'elle est en train de faire pchit. On est en train de recréer une polémique pour savoir si des collaborateurs de l'Élysée ont dit toute la vérité. C'est ça le sujet. Mais cela n'est pas dans le rapport. Et on va y venir aux 3 autres collaborateurs de l'Élysée qui sont mis en cause. Je vous laisse quand même réagir, Benjamin Morel. Oui, je ne sais pas si on a affaire à une affaire d'État. Encore faudrait-il définir ce qu'est une affaire d'État. En revanche, on a quand même un cas d'école en sciences administratives qui va tourner dans les facs pendant 100 ans, si vous voulez. Parce qu'on a là un rapport qui montre que dans l'administration qui est l'administration, on va dire, la plus prestigieuse de notre République, eh bien, on marche un peu sur la tête. Et qu'on a un individu qui, visiblement, a des responsabilités qu'il ne devrait pas avoir, dont, visiblement, tout le monde ignore la teneur, avec des proches collaborateurs du président de la République qui me disent qu'en fait, il n'est qu'un porteur de bagages, si je caricature, alors que, très clairement, il a plus que ces responsabilités-là. On a des passeports qui s'égarent, qui reviennent, dont visiblement le Quai d'Orsay ne sait pas exactement s'ils ont été rendus ou pas. Donc on voit très clairement que
Si ce rapport a un apport, c'est qu'il y a eu des dysfonctionnements majeurs au sein de l'administration française, au sein de l'administration élyséenne, au sein de l'administration ministérielle. Et pour revenir un petit peu sur ce que disait Didier Moss tout à l'heure, le fait d'isoler les collaborateurs du président de la République des collaborateurs ministériels, notamment des collaborateurs du Premier ministre, c'est important du point de vue de la séparation des pouvoirs, mais c'est également important pour que ces administrations puissent se contrôler les unes les autres et ne se contaminent pas dans leur dysfonctionnement. Alors, d'autres soupçons apparaissent effectivement dans ce rapport et ils pèsent sur 3 hauts responsables de l'Élysée. C'est même un peu la surprise de ce rapport, c'est la surprise du jour. Patrick Stroda, directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée. Le général Lionel Lavergne, chef du groupe de sécurité de la présidence de la République. Selon la commission, il semble avoir commis des omissions, des incohérences et des contradictions. Ce sont des mots que je mets entre guillemets. Pas sûr que tout le monde se souvienne précisément des propos de chacun lors des auditions. Voici donc quelques extraits pour vous éclairer. Il participait sous l'autorité du chef de cabinet à la préparation et à l'organisation des déplacements publics du chef de l'État. Il avait en charge la gestion du programme d'accueil des invités du président de la République pour le défilé du 14 juillet. C'est une mission de coordination de tout ce qui contribue au cas d'espèce, à l'organisation d'un déplacement du président de la République. La plus importante mission, c'était la participation à l'organisation des déplacements officiels du président de la République, sous l'autorité du chef de cabinet. Le deuxième volet de sa mission, de ses prérogatives, c'était l'organisation des déplacements non officiels du président de la République. Le troisième volet qui n'est pas en lien direct avec les missions du GESPER, c'était la gestion des invitations pour le 14 juillet. Arnaud de Belenet, jamais les mots sécurité ne sont prononcés dans la bouche de ces hauts responsables de l'Élysée, alors que la sécurité semble être la mission principale d'Alexandre Benalla. Vous nous parlez d'une responsabilité individuelle, celle d'Alexandre Benalla. Aucune autre responsabilité selon vous ? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y avait un certain nombre de faits qui relevaient de la justice, et notamment les agissements du 1er mai lors de cette manifestation. Notamment. Et donc de la justice individuelle. Et puis ensuite, il y a des questions posées par le Sénat qui regarde comment fonctionne l'Élysée. Bon, très bien. Mais donc, il y a un dysfonctionnement, oui ou non, au sein de l'Élysée ? Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a eu des sanctions. On peut tergiverser sur les délais dans lesquels elles ont été prises. Il y a eu des sanctions, il y a eu sur un la méconnaissance du travail même d'Alexandre Benalla ? Et ensuite, non mais, on est en train de reprendre deux choses qui sont différentes. Il y a un sujet qui est purgé, il n'y a pas de dysfonctionnement majeur, il n'y a pas d'affaire d'État, il n'y a pas de barbouze. Et puis, il y a une interrogation nouvelle qui est posée, c'est est-ce que les collaborateurs du président de la République ont dit toute la vérité à la Commission sur les fonctions d'Alexandre Benalla ? Il y a 3 fonctions qui ne font l'objet d'aucun débat. 3. Et il y en a une 4e dont l'importance est mise en interrogation. Elle n'est pas dans le rapport dénoncée. Il n'y a pas de dénonciation. Il y a une interrogation sur l'importance du rôle de la mission de coordination des affaires, des sujets de sécurité. C'est une interrogation. Quand je reprends les formules du rapport, je veux dire qu'il n'y a pas un fait. Il y a le doute paraît légitime. On s'interroge sur, il y a des conditionnels, il y a vos rapporteurs s'étonnent, mais il n'y a pas un élément factuel. Page 35 et suivante. Pour tous ceux qui en auront communication bientôt. Il n'y a pas un fait. Donc on met en accusation des collaborateurs de l'Élysée pour savoir si une des 4 missions était bien remplie ou pas. Eh bien très bien, il y a une question qui est posée dans le rapport, c'est pas la peine de faire autant de buzz et de... Pour vous, c'est la justice ça qui alimente les chaînes d'information continues et ça nous occupe un petit peu ce soir. Mais il y a une question et un étonnement. C'est un peu dur ce que vous dites, parce que c'est concernant ce qui se passe à l'Élysée. Moi, je lis le rapport. Il y a un étonnement subjectif des rapporteurs. Moi, je l'ai lu, ça. Ça appelle une réponse. Les réponses seront certainement données, mais mettre sur la place publique, présenter ça sur la place publique en disant « ceux-là ont sans doute menti », ce n'est pas du tout ce qui est dans le rapport.
Et donc il y a un D'accord. grand gap. Vous vous entre appuyez ce qu'on beaucoup sur entend ce là. rapport, mais il y a aussi la justice qui travaille, il y a 4 enquêtes en cours. C'est pas juste les médias qui s'occupent de cette affaire par plaisir. Non, mais je dis pas ça. Un petit La peu. justice s'occupe des sujets qui relèvent de la justice et le Sénat s'occupe de ces sujets. Mais qu'on le fasse en honnêteté et en transparence. Et l'exégèse du rapport me semble sage. Compte tenu de l'emballement et de la mise en accusation de membres de la présidence de la République, je crois qu'il n'est pas sain d'attaquer des institutions avec aussi peu d'éléments. Et je vois qu'il y a un emballement qui me paraît pas sain pour notre démocratie. Il y a une disproportion entre le rapport et les déclarations. Et même si j'adhère totalement aux préconisations du rapport. Oui, 13 recommandations. Didier Mauss. Oui, moi je crois qu'on évoquait la question de savoir si c'est une affaire d'État ou non. Alors c'est très difficile de dire ce qu'est une affaire d'État. Mais il y a quand même un élément qui va dans ce sens. Ce sont les déclarations de M. Macron lui-même, du président de la République, le 24 juillet. Lorsqu'il dit à la Maison de l'Amérique latine, le seul responsable de cette affaire, c'est moi et moi seul. Celui qui a fait confiance à Alexandre Benalla, c'est moi, le président de la République. J'allais dire, c'est quand même, ce sont des phrases qui dominent en réalité tout le sujet. Et c'est autour de cela qu'on tourne. Alors, est-ce que c'est une responsabilité personnel, individuel du président de la République, auquel cas on n'a pas grand-chose à dire puisqu'il est protégé par l'immunité présidentielle? Ou est-ce que c'est une responsabilité qu'il faut renvoyer ou attribuer à ses collaborateurs? La question peut être débattue, mais je crois que le président de la République a eu le courage de prendre la responsabilité de l'affaire Benalla. Bon, peut-être justement pour protéger l'institution présidentielle. Bon, et à partir du moment où il a pris la responsabilité, il est normal que les conclusions du rapport touchent le président de la République et ses collaborateurs. Alors, sur les détails de ce qui a été dit, bon, quand on revoit les déclarations, j'allais dire, il est normal qu'il y ait autour du président de la République quelqu'un qui assume les fonctions qui sont décrites comme celles de M. Benalla. C'est-à-dire l'organisation logistique des voyages, les listes d'invités, qui fassent le lien entre les activités publiques et les activités privées. Dans tout entourage d'un président de la République, il y a quelqu'un qui remplit ces fonctions. Est-ce qu'il faut que ce soit quelqu'un qui soit sur la liste officielle des collaborateurs ou pas? Ça, c'est une question. Et un des points effectivement regrettables, c'est que M. Benalla n'était pas sur la liste publiée au journal officiel des collaborateurs du président de la République. C'est une des préconisations d'ailleurs du rapport, de supprimer ce qu'on appelle les officieux, entre guillemets. Il y a beaucoup de travail à faire là-dessus parce que ça a toujours existé et honnêtement, ça existera toujours. L'intitulé exact est mettre fin à l'expérience des collaborateurs officieux de la présidence de la République. Mais on a besoin d'un collaborateur de ce type. La question est effectivement de savoir comment il s'inscrit dans une hiérarchie et quelles sont les missions dans le détail qui lui sont confiées. Et là, moi je n'ai lu pour l'instant que le dossier de presse remis ce matin par le président et les rapporteurs, et on sent quand même un certain flou sur les vraies missions de M. Benalla. Est-ce qu'il y a quelque chose en plus de ce qu'il est attribué? Bon, moi je suis ressorti avec une certaine hésitation, et c'est peut-être là-dessus qu'il faudra aller un peu plus loin. Et je vais laisser répondre Caroline Michel-Aguirre pendant qu'on va laisser rentrer Jean-Pierre Sueur, je vous le disais, vice-président de la Commission des lois, co-rapporteur de la Commission d'enquête Benalla. Monsieur Sueur, je vous en prie, installez-vous à nos côtés. Vous allez répondre dans un instant. Caroline Michel-Aguirre, tout de même, en frappant, en touchant 3 autres hauts responsables de l'Élysée, cette affaire n'est plus l'affaire Benalla, mais l'affaire de la Macronie, oui ou non? Je voudrais juste souligner les immenses contradictions de tout ce qu'on vient de dire. Soit les 3 personnes qu'on a citées, M. Kohler, M. Stroda et le colonel. Le colonel, le général, Lionel Laverne. Voilà, dont j'étais en train. Soit ils ont dit la vérité, ou l'entière vérité, l'entière réalité des fonctions de M. Benalla, qui était en gros, comme vous l'avez dit justement, de préparer les valises pour les déplacements. Si c'est le cas, pourquoi avait-il 4 passeports? Pourquoi avait-il un permis d'armes? Pourquoi se tenait-il à l'épaule du président de la République, fonction dévolue uniquement aux policiers ou aux gendarmes habilités du GSPR? Pourquoi d'ailleurs était-il habilité secret défense? Et pourquoi M. Emmanuel Macron lui-même a dit « je suis le seul responsable » ? Parce que si M. Emmanuel Macron, président de la République, se sent le seul responsable du moindre porteur d'eau, excusez-moi de le dire avec caricature, de l'Élysée, sa responsabilité est très grande. Donc soit ils ont tout dit, et il y a dans tout ce que je viens d'énoncer quelque chose d'extrêmement contradictoire, soit ils n'ont pas tout dit qui explique tout le reste, et là,
La seule question qu'on se pose, c'est pourquoi n'ont-ils pas tout dit? Parce qu'on voit bien que quelque chose nous est pas dit. Il ne faut pas prendre le citoyen quand même pour quelqu'un qui ne comprendrait pas. Ils comprennent très bien, les gens, qu'on ne leur dit pas tout. Et la seule question qu'ils posent, que le ressort soit politique ou judiciaire, c'est pourquoi ne nous dit pas tout? Parce que, encore une fois, si M. Benalla était un monsieur lambda, normalement, le 2 mai, il est viré. Jean-Pierre Sueur, vous arrivez, on a déjà dit beaucoup de choses. Est-ce que, à la lueur du travail que vous avez fourni dans cette commission d'enquête, vous diriez qu'aujourd'hui, ce n'est même plus une affaire Benalla, c'est une affaire Macron? Je ne dirais pas cela. Je dirais qu'il y a eu de très nombreux dysfonctionnements à différents niveaux de l'appareil d'État. À l'Élysée, au ministère de l'Intérieur, à la préfecture de police de Paris, désormais à Matignon, au Quai d'Orsay et dans un certain nombre d'ambassades, tout cela. Et quand Benjamin Griveaux vous dit que ce sont des contre-vérités? Alors, Benjamin Griveaux, il est étrange. Parce qu'il sort du Conseil des ministres et il dit il y a beaucoup de contradictions dans ce rapport. Et après, il dit mais je ne l'ai pas lu. Alors, je pense que M. Benjamin Griveaux devrait d'abord lire le rapport pour se faire une idée, vous ne pensez pas? Arnaud de Belenet l'a lu et il nous disait qu'il y avait effectivement des différences entre le discours, ce que vous avez dit en conférence de presse, et ce qui est écrit, qui semble plus relever du doute, de l'interrogation, du soupçon, et qu'il n'y a pas de fait. C'est très clair, il n'y a que des faits. Quand nous avons des doutes, nous le disons. Quand nous avons des certitudes, nous le disons. Nous disons les choses telles qu'elles sont. Mais je vais vous dire, par rapport à M. Griveaux, par rapport à Madame la porte-parole de La République En Marche et Monsieur le Président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, chers amis, vous ne pensez pas, et je pense à Arnaud de Belenet qui est avec nous, chers amis, que ce serait quand même bien que vous disiez une bonne fois, écoutez, ce personnage a lourdement dysfonctionné. Et autour de lui, il y a beaucoup de choses. Je disais à l'instant. Ah bah, ça ne m'étonne pas, mon cher collègue. La question n'est pas seulement du dysfonctionnement d'Alexandre Benalla, la question est autour du dysfonctionnement d'une institution. Tout ce qui a dysfonctionné. Parce qu'on a toute une série de personnes ont considéré qu'il était protégé, qu'il avait une autorité, qu'il avait vraiment, qu'il était là comme une personne éminente qui était chargée de tout un tas de choses. Et alors, tout s'est mis à marcher de travers. Vous voyez, par exemple, vous êtes journaliste, Rebecca Fitoussi. Oh là là. Oui. Bon, vous quittez un jour la rédaction. Vous n'allez pas emporter votre micro, votre caméra, mais non, vous allez les rendre. Lui, il a un téléphone portable. Secret défense, crypté, hyper crypté. Il part. Il est licencié. Qu'est-ce qu'il fait? Il emporte le téléphone. Bon, si cette maison était correctement gérée, on lui dirait, écoutez, cher monsieur, il faut rendre le téléphone. Mais il faut 4 mois pour qu'on se rende compte qu'il n'y a plus de téléphone, qu'il manque un téléphone. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe? Rien. Et il faut attendre le mois de janvier pour que l'avocate ramène le téléphone. Vous voulez que je vous explique les passeports? Hein? Non, on n'a pas beaucoup de temps. Je voudrais justement qu'on continue de répartir la parole. Aucun titre, aucune nécessité à avoir un passeport diplomatique, il obtient qu'il soit renouvelé. Et puis, du Quai d'Orsay. Et puis il y a ces questions, Jean-Pierre Sueur, autour du parjure. On a vu en quoi consistaient les contradictions présumées des 3 hauts responsables de l'Élysée, on les a entendus. Je voudrais maintenant qu'on voit les moments où Alexandre Benalla a pu mentir sous serment. Compilation d'archives à nouveau. La délivrance de passeports diplomatiques est automatique. La délivrance de passeports diplomatiques est automatique pour l'ensemble des personnels qui peuvent être amenés à se déplacer avec le président de la République. Ce qu'ils ont été rendus, ils sont au bureau que j'occupais à l'Élysée, donc je pense que l'Élysée a dû s'en occuper. Le port d'armes, je vous le répète, n'était pas lié à la sécurité du président de la République, mais à ma sécurité personnelle. Je voulais vous demander si vous connaissiez M. Iskander Makhmudov. Je ne connais pas cette personne, mis à part à travers la presse, et je ne l'ai jamais rencontré. Voilà, donc différents moments. Benjamin Morel, pour parjure, quand on ment sous serment devant une commission d'enquête, que risque-t-on précisément? Alors je crois que c'est 5 ans... 5 ans de prison. 5 ans et 75 000 ou 50 000 euros d'amende. 75 000 euros. Voilà. Après, il faut bien saisir que c'est au juge d'apprécier s'il y a parjure. La commission d'enquête, le président du Sénat n'ont simplement à apprécier que s'il y a un soupçon.
Et ensuite, eh bien, s'il y a soupçon, éventuellement, de demander à la justice de faire son travail pour établir le parjure, ce qui n'est pas facile. En droit, c'est quelque chose d'assez compliqué. J'aimerais rebondir un peu sur ce que l'on dit depuis tout à l'heure. Il faut bien comprendre comment est-ce que l'opinion ressent cette affaire. Fondamentalement, ce qui fait énormément de mal aujourd'hui, pas seulement à Emmanuel Macron, mais à la classe politique dans son ensemble, ça a été, c'est ce soupçon que, cette affaire, elle masquait quelque chose de plus gros. Et que tout ce que l'on a dit jusqu'à présent, ça montrait que, il y avait des soubassements et que tout ça montrait également qu'il y avait une inégalité dans le traitement. Que quand vous êtes un gilet jaune, vous êtes condamné facilement. Et quand vous êtes un col blanc, quand vous êtes Alexandre Benalla, vous n'êtes pas condamné Le cas facilement. Benalla a été exactement, ça a été beaucoup revendiqué repris, par les Gilets jaunes. Ça a été beaucoup repris sur les ronds-points et ça a été beaucoup repris dans les manifestations qu'on a connues ces derniers temps. Donc il ne faut pas sous-estimer l'ampleur de cette affaire. Je disais tout à l'heure, je ne sais pas si c'est une affaire d'État, c'est au moins une grosse affaire en sciences administratives. C'est également une grosse affaire politique parce qu'elle a rompu quelque chose de la confiance des Français vis-à-vis de l'administration, vis-à-vis du monde politique. C'était déjà bien entamé, ça a confirmé quelque chose de pas très bon. Et on l'a compris, l'information majeure qui ressort de ce rapport, c'est cette demande faite au bureau du Sénat de saisir le parquet pour faux témoignages. Selon nos informations, vous nous direz si nous avons raison, ce bureau pourrait se prononcer le 21 mars prochain. Il y a toute une procédure qu'on connaît assez mal. Quelques explications sont nécessaires et c'est avec Béatrice Finzan. Ce sera au parquet de trancher. La commission d'enquête du Sénat a rendu son rapport ce mercredi et va transmettre le dossier au bureau du Sénat. Composé de 25 sénateurs qui assistent le président du Sénat, ce bureau a tous les pouvoirs pour présider aux délibérations et pour en organiser et diriger tous les services, notamment en ce qui concerne les budgets de l'institution. Une fois la requête adressée au bureau, les 25 sénateurs procèdent à un débat. Ils devraient se réunir le 21 mars prochain et c'est Gérard Larcher qui a le dernier mot. Le président du Sénat peut alors saisir le parquet. C'est un cas très rare, mais qui a déjà eu lieu une fois. En 2017, le professeur Michel Aubier a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour avoir menti sous serment devant une commission d'enquête parlementaire. Il reviendra donc à Gérard Larcher de saisir la justice. Le président du Sénat s'est d'ailleurs dit prêt. Si le procureur de la République décide de poursuivre Alexandre Benalla, l'intéressé encourt jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Jean-Pierre Sueur, vous nous confirmez que c'est bien le 21 mars que le bureau du Sénat c'est votera. ce qu'on m'a dit, oui. C'est, je crois, la date qui est fixée. Et a priori, c'est une étape, j'allais dire, une formalité. Écoutez, j'espère que le bureau du Sénat sera solidaire de la commission des lois, qui a adopté la publication du rapport sans aucune voix contre et avec 3 abstentions. Pour des motifs de forme. Pour des motifs de forme. Parce que Arnaud de Belenet s'est abstenu. Oui, mais pour Notamment. des motifs de forme. Donc vous voyez qu'on est quand même devant un dispositif très très important. Et nous avons l'intime conviction que faisant ce rapport avec beaucoup de rigueur, on y a passé beaucoup de temps, sans aucune complaisance, mais avec vigilance. Nous servons la République. Dans toutes les démocraties dignes de ce nom, il faut que le Parlement ait un pouvoir de contrôle. Ce pouvoir de contrôle n'a pas pu être exercé à l'Assemblée nationale, où la commission d'enquête, faute d'indépendance, a explosé en vol. Et quand Aurore Berger vous dit que vous faites de la politique, que le Sénat fait de la politique. Ah oui, alors ça, voilà, c'est devenu la grande affaire. Vous pensez que c'est mal de faire de la politique. Moi, je trouve que c'est bien, que c'est nécessaire, mais en l'espèce, nous ne faisons pas de la politique. Pourquoi ? Parce que les 2 co-rapporteurs ne sont pas du même bord au Sénat. Nous, l'une est dans la majorité. Moi, je suis dans l'opposition. Le président est dans la majorité. Personne n'est en marche. Personne. Si, il y a 3 membres de la commission qui sont en marche. Oui. Mais nous n'avons pas considéré que nous faisions un travail politique. Et ces accusations selon lesquelles nous aurions fait ce rapport contre le président de la République ou contre En Marche sont totalement fausses, n'ont aucun fondement. Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous sommes dans cette affaire-là du parti de la vérité. Nous devons dire la vérité, trouver la vérité. Rien que la vérité, toute la vérité. Comme disait Charles Péguy, vous savez, dire la vérité, dire bêtement la vérité bête, simplement la vérité simple et tristement la vérité triste. Nous avons fait cela et nous avons mis à jour des dysfonctionnements. Mais je vous assure, nous faisons une lettre dans laquelle il y a 3 points, je vous rappelle.
Premièrement, Benalla Kras. Deuxièmement, 3 personnes de l'Élysée dont nous avons déjà parlé. Troisièmement, nous proposons de saisir le parquet de tout le rapport. Parce qu'il y a d'autres personnes, parce qu'il y a d'autres faits qui mériteraient certainement des enquêtes du parquet. Donc nous saisissons l'ensemble. Vous pensez à qui? Parce que, eh bien écoutez, vous pouvez lire le rapport complètement. Et les téléspectateurs qui n'auront pas accès à ce rapport. Tout le monde peut lire. Il y a eu, vous savez, il y a des cas où il y a des contradictions. Mais quand 2 personnes disent des choses contradictoires, on ne sait pas toujours qui a raison et qui a tort. Par exemple, vous voyez, il y a des cas comme ça, et nous pensons qu'il est très important. Vous voyez, j'approuve beaucoup ce qu'a dit Arnaud de Belenet. Il a dit c'est seulement des raisons de forme. Et donc sur le fond, tout le monde a dit il y a une démarche au Sénat totalement objective, la plus objective possible. Et vraiment, je dis à la personne que vous avez citée, c'est Aurore Berger. Oui. Je lui dis mais enfin écoutez, pourquoi ne dites-vous pas personne ne va défendre M. Benalla, personne ne va défendre Arnaud de Belenet, on va le laisser répondre. Pourquoi vous ne dites pas la vérité? Et vous ne dites pas, finalement, ce rapport, c'est un élément sur la table, et on va en tirer la substantifique moelle. Voilà. Arnaud de Belenet. Je pense qu'il n'y a pas de détenteur de la vérité, mais ça, c'est un autre sujet. Et il y aurait quelques points sur lesquels il faudrait revenir dans le discours de Jean-Pierre Sueur. Mais j'ai dit du bien de ce rapport, et notamment de ses préconisations sur l'organisation de l'Élysée. Et c'est enfin quelque chose qui va se passer, et qui aurait pu être décidé depuis 70 ans. Mais c'est en cours. Ce qui me dérange, c'est qu'à la lecture du rapport, il y a des éléments qui semblent constitutifs d'un parjure d'Alexandre Benalla et de Vincent Kras. Et les rapporteurs sont très affirmatifs. Mais quand on évoque les 3 collaborateurs de l'Élysée, et pas des moindres, moi je ne vois pas de faits constitutifs d'un parjure, je vois des interrogations. Et il me semble dangereux que, pas dans le rapport, mais dans un autre courrier, rendu public, avant même qu'il soit signé, on saisisse le bureau du Sénat pour que le parquet soit saisi du fait du parjure de collaborateurs de l'Élysée. Ça me paraît rocambolesque et dangereux pour nos institutions. Et les formules, quelles formules et quels faits mettent en cause dans ce rapport, je le dis devant Jean-Pierre Sueur qui est le co-rapporteur, quelles formules, à l'indicatif et quels faits mettent en cause de manière réelle, sérieuse, en constituant un élément de parjure, 3 collaborateurs de l'Élysée. Je l'ai lu attentivement, Jean-Pierre, je n'ai rien vu. Arnaud. Et ça me paraît dangereux. Je vous laisse répondre rapidement, Jean-Pierre Sueur. Qui me paraît pas noble. Très vite, madame, alors que j'arrivais, vous avez tout dit. Mais lorsqu'on leur pose la question... Je vais y revenir. Ouais. Monsieur Benalla exerçait-il une mission de sécurité? Nous envoyons une lettre et il y a une annexe. Lisez l'annexe. Dans l'annexe, nous avons mis leur déclaration entre guillemets. Et tous les 3, ils ont dit non. Or, au bout de 6 mois, où beaucoup de gens nous ont dit absolument le contraire. On a vu qu'il avait... Pourquoi on a eu tant de mal à avoir le permis de port d'armes? Parce qu'il était marqué qu'on lui donnait un permis de port d'armes. C'est écrit dessus, en raison de son rôle dans la sécurité. Pourquoi avait-il tant de prérogatives de secret défense, etc. Pourquoi était-il dans un petit groupe qui était censé préparer la nouvelle stratégie de sécurité de l'Élysée? Pourquoi a-t-il dit dans le journal du dimanche, entre guillemets, je cite bien, qu'il voulait participer à une réorganisation plus autonome de la sécurité et que ceux qui s'opposaient à lui, c'était le ministère de l'Intérieur. Il en a fait part, effectivement. Je vous rappelle effectivement que tout cela intervient alors que la justice aussi avance de son côté. On a appris dans l'après-midi que le parquet avait ouvert une enquête préliminaire pour dissimulation de preuves. Elle concerne notamment cette histoire de coffre-fort dont vous parliez, jamais retrouvé par les enquêteurs. Je vous rappelle qu'Alexandre Benalla et Vincent Kras, on vient de les voir, ont été placés en détention provisoire hier soir. Ils sont accusés d'avoir violé leur contrôle judiciaire. Et là, ce sont les enregistrements de Mediapart publiés fin janvier qui semblent le prouver. Caroline Michel-Aguirre, on voit bien qu'en parallèle de la justice, il y a eu ce travail du Sénat et ce travail des médias qui a été absolument essentiel dans cette affaire.
Moi, je voudrais souligner ce qui me frappait en écoutant Monsieur le sénateur, c'est à quel point cette affaire est toxique. Et je crois qu'un jour, les historiens, vous avez raison, feront un travail là-dessus pour nous éclairer sur cette... Toxique en quoi? Pourquoi? Quand vous réfléchissez bien, toutes les personnes qui ont approché de près ou de loin à cette affaire, aujourd'hui, sont soit sur le départ de l'Élysée, soit plus ou moins mise en cause. Sur le départ, vous pensez à qui? Évidemment à Ismaël Emelien, qui soudainement doit partir parce qu'il écrit un livre. Je me permets de m'exprimer, puisque vous m'avez demandé de vous laisser vous exprimer tout à l'heure. C'est la même chose pour un certain nombre de personnes. Je pense aussi à Ludovic Schacker, dont on a dit qu'il pourrait peut-être partir. Un certain nombre de gens que peut-être on ne connaît pas, d'autres personnes qui ont été en contact, enfin dont les noms ne sont pas publics. On ne peut pas nier qu'il y a eu réorganisation à l'Élysée depuis l'affaire Benalla, c'est très clair. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Excusez-moi de finir ce que je disais. La Macronie vend debout pour nous dire qu'il ne faut pas toucher à Alexis Kohler, dont on commence à dire dans les couloirs qu'il pourrait partir pour les mêmes raisons, qu'il ne faut pas toucher à Patrick Stroza et qu'il ne faut pas toucher au colonel Lavergne. La question fondamentale, elle est simple. Cette toxicité, elle est liée à un secret. Un mensonge qu'on ne sait pas déterminer aujourd'hui. Je n'accuse de rien. Je constate juste que s'il n'y avait pas, appelez-le comme vous voulez, un trou noir, une zone d'ombre, quelque chose qu'on ne veut pas nous dire, cette affaire ne serait pas aussi toxique. Soit elle est liée à des secrets d'État, soit elle est liée à la confiance, en effet, personnelle. Peut-être c'est aussi simple que ça, que monsieur Macron, j'imagine, j'extrapole, et je ne parle pas sur des informations. Monsieur Macron avait dit « Occupez-vous d'Alexandre Benalla, il est super, vous pouvez... » J'ai de l'estime pour lui, et que j'ai personne confiance en ne lui. veut dire aujourd'hui qu'ils ont tout laissé courir à cause de ça. Peut-être que c'est aussi simple que ça. Mais dans toute affaire de la nuit des temps de la Ve République, tant qu'on n'est pas allé au fond et qu'on a dit la vérité, cette affaire pourrit et rend toxique tout ce qu'elle touche. On peut faire toute la liste de toutes les affaires de la Ve République, c'est toujours la même histoire. Je vous laisse répondre rapidement, mais Didier Mauss et Benjamin Morel voudraient s'exprimer aussi. Affaire toxique. 3 mots. Madame, vraiment merci. Parce que vous venez de faire la démonstration de ce que je dénonçais. Vous êtes en train de dénoncer un complot. Vous estimez qu'il y a... Non, mais si, qu'il y a une protection, qu'il y a une organisation. Vous créditez la thèse... c'est la même mécanique que les complots. Vous créditez la thèse du soupçon. À la transparence. Vous confortez le soupçon. Et c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Il y a un rapport qui est bien fait et qui préconise un certain nombre de choses. Et qui dit, au passage, je le rappelle, qu'il n'y a pas de barbouze à l'Élysée, puisque c'est le point d'interrogation. Donc tout le reste relève du fantasme. Et non, tout le reste ne relève pas du fantasme. Mais la question et le soupçon est jeté sur la question de savoir si les collaborateurs de l'Élysée ont dit toute la vérité tous ces à la départs commission des proches d'Emmanuel Macron sont un hasard. Ismaël Emelien, Sylvain Faure. Mais ce que je constate, c'est que il n'y a pas d'élément constitutif, à mon avis, à la lecture objective du rapport. Oui, vous parlez beaucoup du rapport, et il y a autre chose que le rapport. Mais non, parce que c'est le rapport. Et en revanche, c'est autre chose. Là, on ne parle pas de l'Élysée, on parle d'Alexandre Benalla. Ce n'est pas pareil, s'il vous plaît. Alexandre Benalla n'existe pas. En revanche, jeter le soupçon, bien sûr que si, ces agissements relèvent de la responsabilité individuelle. En revanche, jeter le soupçon sur 3 collaborateurs de l'Élysée, sans aucun élément factuel, nourrit tous les soupçons, nourrit tous les fantasmes, et vous venez de le démontrer. Et je veux finir simplement en disant que Jean-Pierre Sueur n'a pas répondu à la question tout à l'heure des éléments factuels qui figurent dans le rapport constitutif de la base d'un parjure des collaborateurs de l'Élysée hors Benalla, évidemment. D'abord, on ne parle pas de parjure, les termes ont été très soigneusement choisis et on en a beaucoup parlé tous les 3, mais on cite à l'appui leur déclaration. Quand vous dites que quelqu'un n'a aucune fonction de sécurité et qu'il est au cœur de toutes les questions de sécurité, alors il y a aussi des choses rocambolesques. Pour ces 3 personnes, je le rappelle, vous avez parlé d'omission, d'incohérence et de contradiction. Et on a parlé jamais de parjure. Aussi du fait de retenir des informations significatives alors qu'on leur posait des questions. Donc, je veux dire aussi que vous avez cité tout à l'heure... Non, on n'a jamais parlé de parjure pour les 3 autres personnages. On a dit, mais non, mais attendez, dans notre lettre, il est question de parjure pour personne. Parce qu'on n'emploie pas ce mot.
On a employé. S'il n'y a pas de parjure, écrivez-le. Attendez, on a employé pour Monsieur Benalla et Monsieur Kras faux témoignage, voilà. Et c'est exactement ce qui est dans l'ordonnance d'ailleurs. Donc on est très clair. Il nous reste quelques minutes, je voudrais laisser la parole aussi à Benjamin Morel et Didier Mos. Simplement, dans les choses vraiment rocambolesques, c'est le 19 janvier 2019 que la justice ouvre une enquête, une information sur cette histoire de perquisition qui a eu lieu au mois de juillet. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi la justice n'avait pas agi plus vite. C'est une question que je me suis posée. J'ai dit ce matin lors de la conférence de presse ou devant la commission. Alors que on n'a pas trouvé de serrurier. Entre-temps, il a fallu trouver un autre serrurier. C'est bien la première fois qu'on ne sait pas ouvrir une porte dans cette République. Et le coffre-fort disparaît. Et en plus, on a quelques doutes sur la personne En tout cas, ça y est, une enquête préliminaire a été ouverte la semaine dernière. Heureusement que ça avance, parce qu'il a fallu quand même plus de 6 mois, pour 6 mois pour arriver à cela. Benjamin Morel et Didier Mos. Oui, si vous voulez, je suis encore assez étonné qu'on soutienne la thèse de la tempête dans un verre d'eau. C'est-à-dire que très clairement, aujourd'hui, on a une affaire. Le premier qui l'a fait, il s'appelait Emmanuel Macron, tout de même. Ce sont ses termes. Donc, l'idée qu'on ait une petite affaire qui n'avait pas réellement de ramifications et que c'est le débordement d'un homme un jour, place de la Contrescarpe, c'est quelque chose qui est passé. Aujourd'hui, on voit très bien que ce n'est pas le cas. Donc, moi, la question que je me pose, c'est la question de la stratégie de communication. Et là, il y a 3 options. La première option que vous souleviez, c'est-à-dire il y a quelque chose de plus gros derrière et donc, eh bien, ça feuilletonne, mais on va en dire le moins possible. Ça, c'est très clairement ce qui aujourd'hui perce dans l'opinion. Si c'est ça, on peut le comprendre, mais du coup, c'est terrible. Soit la problème, encore une fois, du dysfonctionnement administratif majeur. D'une certaine façon, on a un homme, mais cet homme, personne ne savait réellement ce qu'il faisait. Il était électron libre. Exactement. Et on apprend au jour le jour dans la presse ce qu'il faisait à l'Élysée, de la part de l'Élysée, auquel cas, c'est quand même également dramatique. Troisième option, une erreur de communication magistrale en essayant de retenir à tout prix et de nier tout ce qui apparaît aujourd'hui dans les médias et dans la commission d'enquête, au risque de faire que aujourd'hui la parole de l'Élysée sur cette affaire, et c'est sa plus grande défaite, n'est plus du tout crédible. Et que la parole des opposants, qu'ils aient raison ou qu'ils aient tort, eh bien, est la seule qui aujourd'hui se fait entendre de façon crédible. Quand vous entendez Aurore Berger, quand vous entendez Benjamin Griveaux, aujourd'hui, quelle est la portée de cette parole? Elle est en fait nulle. Didier Mos. Oui, moi je voudrais revenir sur la portée historique de ce rapport et du contexte de l'affaire Benalla. Parce que ça a été dit tout à l'heure, c'est quand même, d'après mes souvenirs, sinon peut-être la première fois, en tout cas une des premières fois, où un problème effectivement de zone d'ombre dans le fonctionnement de la présidence de la République est mis sur la table au grand jour. Et je l'ai dit avant que Jean-Pierre Sueur arrive, je crois que ça a été le grand mérite du Sénat d'avoir cette commission d'enquête, d'avoir ces 44 heures d'audition en public, et ça fournit des matériaux extraordinaires pour la suite. Alors c'est vrai qu'il y a toujours des zones d'ombre autour de l'exercice du pouvoir, que ce soit en France ou ailleurs. Mais là, pour une fois, j'allais dire, on arrive au cœur de cette zone d'ombre et il va falloir en sortir. Le premier point de la zone d'ombre, et la commission d'enquête ne pouvait pas se pencher dessus parce que c'est le 1er mai, mais c'est pourquoi est-ce qu'un collaborateur du président de la République est sur le lieu d'une manifestation avec un casque et un brassard. Très honnêtement, il n'avait rien à faire là. Voilà, vous pouvez être clair là-dessus. Et tout s'enchaîne à partir de là. Je veux dire, qui est un collaborateur du président de la République qui assure la liaison avec les forces de l'ordre, c'est normal, mais c'est le rôle du directeur de cabinet avec le préfet de police, etc. Mais moi, je n'ai jamais vu ou entendu qu'il y ait quelqu'un mandaté par l'Élysée qui est sur place pour donner un coup de main et qui est un supplétif. Alors c'est là où commence effectivement la question, mais c'était hors du champ de la commission d'enquête. Il nous reste 30 secondes, je vais peut-être vous laisser le mot de la fin, Arnaud de Belley, puisque vous avez été un peu seul contre tous ce soir sur le plateau. Oh. Merci. Non, mais moi je vous dis les choses en sincérité et en transparence. Peut-être une observation. Ce que je constate rapidement sur tous ces sujets, c'est que on reproche à la fois que tout l'appareil d'État n'ait pas été mis en route pour surveiller, endiguer, accélérer le traitement d'Alexandre Benalla, et en même temps, on reproche que quelque chose est caché. Finalement, la réalité, c'est que tout ça est très transparent. Et on va s'arrêter là. Merci à tous les 5 d'avoir participé à cette édition spéciale. Caroline Michel-Aguirre, je rappelle la une de l'Obs apparaître demain après le grand débat, sa stratégie pour s'en sortir, récit exclusif quand l'Élysée a vacillé. Nous, on se retrouve demain en direct
direct à 18h30 pour un nouveau numéro d'OVPL. En attendant, vous retrouvez Territoire d'Info. Demain, l'invité sera Marc Fesneau, ministre chargé des relations avec le Parlement. Très bonne soirée, restez au cœur du débat.